101.1. Quel plaisir de vous retrouver tout le monde. Bienvenue à ce dossier de l'Addendum, le 265e Mercronspi. On est accompagné aujourd'hui par Sandy Torres, qui est affiliée à l'Observatoire québécois des inégalités. Hein. Je prends un instant pour remercier Nathalie qui était venue nous parler il y a quelques mois. Et je suis vraiment très content qu'elle ait partagé l'invitation avec des gens de votre organisme. Les inégalités, c'est certainement quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup, Sandy, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, écoute, c'est comme tu le sens, dans l'ordre que tu veux. Tu peux peut-être nous présenter un petit peu ton dossier. J'ai ça ici quand tu es prête. Okay. Je suis bien contente d'être ici. Je vous ai préparé en fait un petit quiz sérieux avec l'aide, grâce aux recherches qu'on fait à l'Observatoire québécois des inégalités. Surtout, j'ai pigé dans les recherches d'autres organisations aussi, mais surtout les nôtres. Et donc, je remercie les collègues. Et en particulier Pedro 1, 2, 3. Il va se reconnaître. Parfait, ça. Écoute, on peut partir le bal. 10 questions pour comprendre les inégalités sociales. Tout le monde sait qu'il y a des inégalités, mais c'est ça. Je veux dresser un petit panorama et puis j'aimerais ça commencer par le début, c'est-à-dire l'éducation. Ça me semble pertinent. Ouais. Hein? Donc, tu peux passer à la diapo suivante pour, des inégalités liées au milieu familial et en milieu scolaire. Donc, première question pour vous, qui concerne les taux d'accès au cégep. C'est un choix. J'aurais pu prendre autre chose, mais c'est pour faire un exemple. Quelle est la proportion, d'après vous, d'élèves dont les parents faiblement scolarisés entrent au cégep? Ah, OK. Moi, j'aime ça, là. Ça veut dire que c'est le temps de prendre des notes, là. Est-ce que c'est 70% des garçons et 60% des filles? B, 60% des garçons, 70% des filles? Ou plutôt 10% des garçons et 20% des filles? Ou l'inverse, 20% des garçons et 10% des filles? Eh boy, j'ai l'impression qu'il faut être pessimiste. Moi, j'ai l'impression que c'est genre D ou C, là. Oui. C, tiens. Vous êtes très bon. Effectivement, c'est peu, on va dire. Donc, ça veut dire que, c'est ça, 10% des jeunes hommes dont les parents n'ont pas de diplôme diplôme d'études secondaires, seulement 10% s'inscrivent au cégep. Et c'est 20% pour les filles. C'est vraiment pas beaucoup. Ça. Donc, c'est ça. Et puis, la réponse A, en fait, ce sont des chiffres qui sont vrais. Et ça concerne, en fait, les enfants dont les parents ont un diplôme d'études supérieures. Ah. Donc là, si tu as un parent qui est diplômé, qui est allé à l'université, c'est ça, les garçons, 70% des garçons accèdent au cégep, s'inscrivent au cégep. Puis là, la proportion s'inverse un petit peu dans le sens qu'il y a plus de garçons. Oh, excuse-moi, je me suis trompée. Non, il y a moins de garçons quand même. C'est le B. C'est le B, OK, des parfait, garçons, parfait. Voilà, 60% des garçons
qui rentrent au cégep et 70% des filles qui rentrent au cégep. C'est comme si c'était une passion pour les études, comme si c'était quelque chose qui se passait un petit peu de génération en génération. Ben, ça montre l'influence de l'éducation Ouais. dans les familles, l'influence qu'a l'éducation de vos parents. Alors, ça ne veut pas dire que si tes parents n'ont pas fait d'études, que tu n'iras pas au cégep, là. Non, mais les probabilités sont pas pour là. Mais c'est ce qu'on observe. En tout cas, ce sont les grandes tendances. OK. Il y a quelqu'un, notre bon coach Diaz ici, qui dit que il connaît bien. Ma collègue fait son doctorat avec Xavier. Il connaît un Xavier qui est affilié avec l'Observatoire, en tout cas. Oui, il y a un Xavier Saint-Denis, d'ailleurs, qui a travaillé... à chaque fois, je vous mets des sources, d'ailleurs, d'où viennent les chiffres. Et puis, il y a un Xavier Saint-Denis qui a beaucoup travaillé au bulletin de l'égalité des chances en éducation. OK. Alors, j'imagine que c'est à celui-là auquel il fait référence. Puis, il fait des analyses très, très pointues là-dessus. Puis, regarde, tu vois, moi, j'ai remarqué qu'il y avait fait que j'ai mis une petite boule de neige par-dessus. Vous n'aurez pas la réponse avant qu'on l'aille. Là, je l'ai caché en bas à droite. C'est bien, parce que certains mettent la loupe. Ça va tricher. On veut pas que ça triche. C'est ça. OK. Alors, pour illustrer ça, je vous ai mis un graphique un peu compliqué, là. Bon, on est en début de soirée. Vous êtes encore en forme. Il y a beaucoup d'informations dessus. C'est tiré d'une étude d'un collègue là, récente sur les inégalités scolaires. Et puis, ça croise, en fait. Là, on va un peu plus loin. Là, c'est pour les adultes de 25 ans et plus. On a croisé les sources de revenus avec leur diplôme, le plus haut diplôme atteint. OK, je comprends. Puis, donc, vous avez d'un bord les diplômes, aucun diplôme, si on a un diplôme de niveau secondaire, si on a un DEC ou si on a un diplôme universitaire. Et on a croisé ça avec la source de revenus, c'est-à-dire est-ce qu'on a des salaires, donc un emploi, est-ce qu'on n'a pas de salaire, mais on a juste des transferts gouvernementaux. Je vais expliquer c'est quoi. Et puis, bon, après, il y a d'autres sources de revenus, mais on va surtout regarder les deux premiers. Les salaires et traitements et les transferts gouvernementaux. Oui. Donc là, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. En fait, si vous regardez les barres en rouge... On voit une progression claire. C'est ça. Donc, les adultes de 25 ans et plus qui n'ont pas de diplôme, il y en a juste 26,8% qui gagnent un salaire. Et puis, plus vous avez un niveau de scolarité élevé et plus vous allez avoir un emploi et un salaire. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr que dans les 25 ans et plus, il y a aussi les retraités. Oui, voilà. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de salaire, mais ça va être plutôt des pensions de retraite, par exemple. Oui. Bon. Par contre, vous voyez la relation inverse avec les transferts gouvernementaux. Là aussi, il y a des retraités parce que il y a, par exemple, les retraites publiques. Mais vous voyez que donc, c'est ça. Si vous n'avez pas de diplôme, si vous êtes faiblement scolarisé, il y a 62% en fait, sont prestataires de différents transferts gouvernementaux. L'aide sociale, différents programmes d'aide. Différents, c'est ça. Donc, oui, il y a l'aide sociale, mais il y a aussi, par exemple, les allocations familiales, l'assurance chômage, tout. OK. Exact, crédit pour la TPS. Le chômage compte, l'assurance chômage est là-dedans. Donc, c'est tous les versements. C'est tous les versements des gouvernements, en gros. Voilà, les oranges. OK. Fait que plus que tu es scolarisé, plus tu as tendance à être autonome à ce niveau-là. Exactement. Et puis, ça montre en fait qu'avec une faible scolarité, on a plus de risques d'être dans des conditions plus précaires. Ça, j'adore ça, Sandy. Je pense que tu vas aimer ça aussi. Déterminisme 574 vient de partager le lien vers l'Observatoire des inégalités, qui est la source, l'étude source qui est citée ici par notre ami Sandy. C'est tout à fait pertinent. Je suis très jalouse de ton pseudo-déterminisme. Est-ce que ça pourrait être pertinent de faire une distinction entre le diplôme secondaire régulier puis ceux qui ont fait un diplôme d'études professionnelles? Parce que tu as les électriciens là-dedans, les machinistes, les coiffeuses
pour la plupart, C'est qui ont un peut-être, DEP gagnent très bien. Mais leur vie aussi. souvent, c'est inclus dans les espèces de techniques. De au niveau- collégial. Ouais, les AEC, je pense. Peut-être, en tout cas. Mais Mais- tu mais- as raison. Et puis, mais là, ça dit pas le niveau de revenu encore. Ça dit juste que ça gagne un salaire. Puis aussi, c'est là qu'il y a la plus grosse croissance. Là. Mhm. T'en as presque le double Exact. là, ici, puis là, t'en as juste plus 9. Fait que c'est peut-être justement lié à ce que tu dis là, Nadine. Là. Mhm. Fait que ça peut tout à fait valoriser l'idée d'en faire une distinction. Fait qu'on passe au prochain. Allez, on passe au prochain. Oh, un autre sketch, un autre... OK, bon, ben là, on passe aux inégalités de revenus. C'est sûr qu'on étudie beaucoup les inégalités économiques, dont les inégalités de revenus. Et puis, bon, là, on va parler des hauts revenus, des hauts salaires, mais ensuite, on va parler en fait des revenus plus moyens, puis des revenus faibles. Alors, allons-y. À votre avis, oubliez le 100, là, je vais vous expliquer en fait combien de temps faut-il aux PDG les mieux payés au Québec pour gagner le salaire annuel, hein, OK. le salaire annuel moyen d'un travailleur ou d'une travailleuse. 10.1 minute, 10.1 heure, un jour, point 10 ou un mois, point 10. C'est le temps de choisir votre réponse dans votre tête. J'enlèverai la petite boule. Quand Sandy va me dire « Relâche les faits ». OK, il y en a qui ont dit A, d'autres qui ont dit B. Ouais, moi aussi, A, B. j'aime mieux pas répondre vu que je l'ai en pleine face, là, mais Ah, c'est ça. jours, me semble, c'est trop long. Là. Peut-être un jour, c'est vrai que c'est pas très long pour payer pour une année. OK, alors on va divulguer. On le divulgue, mesdames, messieurs, ceux qui ont voté B Donc, étaient c'est dans B. la source. Donc, c'est 10,1 heures. En fait, bon, c'est ça. On est parti de l'hypothèse que les personnes en question travaillent 8 heures par jour, une journée standard. Ouais. Puis, donc, on part au 1er janvier. Donc, ça veut dire le 10,1 heures que finalement, le 2 janvier à 11h05, les PDG les mieux payés au Québec ont déjà gagné le salaire annuel moyen, hein, on s'entend, Wow. d'un travailleur ou d'une travailleuse. Là où j'ai fait une petite erreur, en fait, c'est les 100 PDG les mieux payés, c'est vrai pour le Canada. Et puis, dans ces 100, il y en a 21 qui sont au Québec. Ok, Alors, je comprends. j'aurais dû mettre les 21 PDG les mieux payés au Québec. OK. Puis c'est pas, mettons, les 21 ensemble, c'est juste comme la moyenne d'eux Ouais. autres. Il faut qu'ils fassent Exact. ça. OK, je Exact. comprends. Donc là aussi, si vous voulez en savoir plus, vous avez la source qui est indiquée. Et vous pourrez avoir tout le détail de ce calcul-là. Alors ça me permet en fait de juste vous introduire aux inégalités en matière d'emploi. C'est ce que j'ai voulu, disons, illustrer avec la diapo suivante. C'est un extrait en fait d'une infographie qu'on avait faite pour illustrer toutes les inégalités qu'il peut y avoir dans le domaine du travail. Et puis il y en a beaucoup, hein. C'est vraiment juste pour vous sensibiliser à ça, mais je suis sûre que de toute façon vous en vivez. Et donc voilà, selon le type d'emploi que l'on a, les conditions de travail que l'on a, évidemment, on n'a pas tous les mêmes chances. Absolument. Peut-être juste je peux attirer votre attention sur le fait qu'on observe pas mal d'écarts entre les hommes et les femmes dans le domaine du travail. Et que notamment on voit que si on prend la rémunération horaire moyenne, les hommes gagnent plus que les femmes, et ça depuis... Moi, j'ai peur pour l'égalité au Québec si on continue à vouloir nous imposer une pensée woke. Non, merci, Dudu, c'est pas le temps, là. OK. Donc, c'est ça. Par contre, l'écart se réduit. Mais il est encore persistant. Et puis, il y a plusieurs raisons à ça. C'est ça. Donc, les femmes travaillent peut-être dans des endroits ou dans des domaines qui sont moins rémunérés, moins valorisés aussi, plus dans les soins, les services, etc. Et puis, travaillent davantage à temps partiel également. Voilà. Et puis, on consacre davantage de temps aux tâches domestiques, ce qui fait qu'il y a moins de temps pour le travail, moins de rémunération, ce qui fait qu'on observe des écarts encore importants aujourd'hui.
Il y a des écarts selon l'âge également. Si vous regardez la rémunération horaire moyenne des employés, là, c'est les graphiques des barres en bleu. Et vous voyez que les jeunes sont moins bien payés que les autres, par exemple. Alors, cela dit, et puis vous retrouvez aussi les écarts de rémunération selon le niveau de scolarité. Cela dit, c'est pas parce qu'on voit des écarts, des différences, que c'est tout le temps une inégalité. Il y a plein de choses qui peuvent se justifier. Mettons, vous avez beaucoup d'expérience ou une qualification pointue. Hein, on considère que c'est normal que vous soyez mieux rémunéré. Donc, voilà, une inégalité, c'est aussi en lien avec ce que l'on pense qui est juste ou pas juste dans la société. Donc, ça dépend de la valeur qu'on accorde aux choses aussi. On a-tu des réactions? Non. OK. Alors, on peut passer peut-être à la suivante. Il y a quelqu'un qui dit, Vincent, il dit, dans la construction, un apprenti gagne le même salaire qu'un apprenti. Une apprentie gagne le même salaire qu'un apprenti, mais elle gagne 3000 bonus par année d'apprentissage, tandis qu'un homme aura 1000 pour la même période. OK. Ah, bon. Voilà, il essaye de varier les patentes. Pourquoi les éducatrices en CPE qui ont un baccalauréat gagnent moins qu'un plombier qui a un DEP? Ça, c'est une bonne question. Hein? Oui, ben c'est ça. C'est un choix de société, j'ai l'impression. Voilà. Alors, ça dépend de l'importance qu'on en accorde au travail, à certains types de travaux, d'emploi, je veux dire. Il y a des inégalités dans les deux sens. Je m'excuse. T'es-tu prête pour la prochaine? Je suis prête pour la prochaine. Et voilà. On passe aux classes moyennes. Alors, au Québec, quel est le pourcentage, à votre avis, de la population qui fait partie des classes moyennes? Est-ce que c'est 55%, 63%, 67% ou 76%? De 55 à 76, au moins, c'est une bonne nouvelle au final semi. Ça avait été de 20 à 80, ça aurait été plus rough, là. OK, il y a du monde qui y va avec un C. Des C, des A, beaucoup de C. Ça a l'air d'être C qui mène. À 67, wow. C'est comme 66,6 arrondi, donc ça a bien de l'allure. A aussi, A revient. OK, A et C qui reviennent le plus souvent. OK. Eh bien, je suis impressionnée parce que ça peut être A ou C, effectivement. Bon, en l'occurrence, là, je vais vous dire C, parce qu'en fait, ça dépend comment on calcule qu'on fait partie de la classe moyenne. OK. Là, donc, on peut prendre plusieurs définitions, mais si on se base sur le revenu pour classer les gens, en fait, si on prend un certain pourcentage par rapport au revenu médian, dans une dernière étude, on a calculé que c'était 67% de la population qui faisait partie des classes moyennes. Mais si on prend un autre type de calcul, qu'on restreint un peu à l'autre extrémité, ça peut être le 55% également. OK. Et puis, le 63%, en fait, c'est aussi un chiffre qui est valable, mais c'est pour le Canada. En fait, la classe moyenne s'élève à 63% au Canada, mais à 67% au Québec. Donc, elle est un peu plus large. Bravo aussi, Hugo au Québec. Quand même, il faut le dire. Donc, pour la définition, quand même, que je vous précise, on a pris le revenu des gens qui se situent entre 75% et 200% du revenu médian. C'est le revenu qui sépare la population en deux pour avoir le 67. Puis, pour le 55, on resterait un peu, on prend entre le 75% et le 150% de la médiane. OK, je Donc, comprends. Il y a un peu plus de gens qui font partie de la classe plus favorisée. Oui, dépendamment comment on gère les extrêmes. Exactement. Donc, on peut regarder qu'est-ce qu'on entend par classe moyenne. C'est compliqué la sociologie parce que souvent, tu es pas mal avec des données à devoir essayer de faire du sens avec ça. Ça veut pas dire que le sens te saute d'en face. Là. Souvent, un coup que c'est fait, comment que les gens le comprennent. C'est pas...
C'est pas pour les lutins tout le temps. Là. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. T'as dit, on passe à la prochaine. Ben oui, mais en fait, c'est juste pour vous... Comprendre les calculs que tu viens de faire. Ouais, c'est ça. Et Ok. puis, bon, pour définir la classe moyenne, d'abord, on en parle plutôt au pluriel parce que c'est beaucoup de monde. Oui. Puis il y a toutes sortes de monde qui ont toutes sortes de métiers là-dedans. Mais puis on peut avoir plusieurs approches. Alors là, moi, tu sais, on a pris l'angle économique. Donc la classe moyenne, c'est des gens qui gagnent un certain revenu. Tu vois, fait qu'on a calculé ça comme ça. Mais on peut avoir un angle sociologique où la classe moyenne, on va déterminer que, par exemple, les ouvriers, c'est plus la classe populaire, la classe moyenne, c'est plus les cadres, puis les cadres supérieurs, c'est les plus fortunés, etc. Et on peut prendre une autre approche qui est l'auto-identification. C'est juste seulement de demander aux gens, est-ce que tu penses que tu fais partie de la classe moyenne? Ouais. Ça pourrait être une autre approche. Donc voilà, il y a plusieurs façons de la définir et puis là, ça vous explique un peu le calcul. Ouais, j'essaie de me rappeler l'acronyme parce qu'il y a des gens qui sont venus nous parler de ce que c'est d'être sur l'aide sociale, là, puis de décortiquer les stigmas qu'il y avait avec ça. Puis il y avait l'argent minimum requis pour vivre là, que les gens considéraient. J'essaie de me rappeler. Peut-être que quelqu'un va s'en rappeler dans le chat. Ah oui, on va en parler. Ah bon, voilà, parfait. Fait qu'on passe à la prochaine, t'as dit? Ouais. Très intéressant. Oh, un autre quiz! Bon, on va parler de pauvreté. Alors, en tout cas, des plus faibles revenus. Parce que là, donc, pour parler d'inégalité, c'est sûr qu'on compare les revenus entre grands groupes sociaux. Fait que, souvent, on va comparer donc disons la classe aisée ou le groupe le plus aisé, la classe moyenne et puis le groupe qui a des plus faibles revenus. Donc, à votre avis, quel est le revenu horaire à temps plein qui permet à une personne seule à Montréal d'atteindre un niveau de vie sans pauvreté en 2025? Est-ce que c'est 16,10 $ qui correspondent d'ailleurs au salaire minimum? C'est sûr que non. Est-ce que c'est 20 $, 23 $ ou 28 $? De l'heure, là. De l'heure, Tabarnak. à temps plein. Quand j'ai commencé à travailler, moi, c'était 5 piastres le salaire minimum de Ouais. l'heure. Vive l'inflation. Là, c'est ça. Ici, il y a du D pas mal, C, B. C'est plus varié que d'habitude. Personne sort le A. En tout cas, ça, on a un consensus. Ouais. Je vois D, B. Je dirais que c'est Moi, j'aurais pas dit mal. C. On a... Pour vrai, j'aurais dit C. OK. On a qui feint l'objectivité. Il y a la charmante Nadine qui va avec un C. On a des C, des D. Je te dirais c'est C ou D, les deux qui reviennent le plus. Là. C'est pas mal là qu'on est. Ouais. Alors, c'est D, 28 $ de l'heure. Et le 23 $, il a quand même l'allure parce que c'était le chiffre juste les années précédentes, en fait. OK. Moi, remarque, je l'évaluais peut-être pour en deep suburbia de Montréal. Là. Moi, je dirais qu'une personne seule comme à Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple, ça pourrait être 20-23 facilement Mhm. pour ne pas être considéré pauvre. Fait que ouais. Et c'est ça. horrible. Donc, ça dépend de l'endroit où on se trouve parce que le coût de la vie n'est pas le même selon qu'on vit à Montréal. Ouais, c'est ou, rendu impossible pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum seul de vivre à Montréal. c'est rendu très difficile. À deux, est-ce que c'est faisable, 2 salaires minimum? À deux, c'est faisable. C'est calculé également, hein, je pense, parce que là, je vous ai mis pour une personne seule, mais on a le calcul aussi pour un couple, je pense, et puis pour une famille standard, genre un couple et 2 enfants. Et puis ça, c'est tiré des travaux que fait l'IRIS, l'Institut de recherche en information et socio-économique, je crois. Mais c'est ça, vous pouvez taper ça sur Internet, vous allez le trouver. Wow. Donc, le revenu viable, en fait, c'est ça. Ça fait référence au revenu viable. Et ça veut dire, en fait, c'est le revenu qui est nécessaire pour se procurer un ensemble de biens et de services pour vivre en dehors de la pauvreté. C'est ça. Et c'est différent, donc, selon le type de famille et selon l'endroit où on se trouve. Et le plus élevé, je pense que c'est dans des endroits éloignés comme cette île, par exemple, parce que le coût de la vie est
est un peu plus cher. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont quand même des allocations de compensation sont plus ils habitent loin? C'est possible qu'il y ait certains crédits d'impôt, Ok. peut-être, mais effectivement, je À sais pas plus que courir, ça. là. Mais moi, je pense pas que cette île, c'est assez loin. Là. En Abitibi, j'ai pas l'impression qu'on avait ça bien. Quand t'es rendu dans le Grand Nord, là, c'est autre chose. Là. Si tu peux pas te rendre autrement qu'en avion, d'habitude. Ouais, c'est ça, OK. D'habitude, là, mais en même temps, je suis pas un expert. Alors, le revenu viable, ça, c'est une mesure de la pauvreté, mais il y en a plusieurs mesures. Ok. Et c'est là que ça se complique. Si on regarde la slide d'après. Bien sûr. OK. Donc là, vous avez le revenu disponible des prestataires de l'aide de dernier recours. Donc, l'aide sociale, etc. Il y en a plusieurs types. En proportion de seuil de mesure de pauvreté. On prend toujours la personne seule là, pour faire un exemple. Et vous avez en bas, là, vous voyez, mesure du panier de consommation. Ça, c'est une mesure. C'est la MPC. C'est la mesure officielle de la pauvreté du Canada. OK. Vous avez une autre mesure qui est la mesure du faible revenu. C'est une autre façon. Et vous avez la mesure du revenu viable dont on a parlé à la slide précédente. Ça se peut que ça soit ça, l'affaire que je parlais tantôt, l'acronyme. Là, ça se peut que ce soit ça. OK. Il y a MPC, MFR et, revenu viable, je ne sais pas s'il a un acronyme. Là. C'est des mesures différentes. Donc, la mesure du panier de consommation MPC, c'est-à-dire qu'on calcule, c'est l'argent que ça vous prend pour pouvoir acheter un certain nombre de biens. On calcule se déplacer, se loger, manger, se vêtir, etc. OK. C'est un peu comme on disait dans le temps, ton logement doit être 25% de tes revenus. C'est à peu près ça. C'est plutôt, on détermine un montant, ça te prend, je sais pas, mettons 1 000 $ pour te loger, ça te prend tant d'argent pour manger, etc. Puis on calcule ce panier-là. Qui est un pourcentage du revenu total? Ou... Non. ok. Là, en fait, ça met en lien avec les prestations que l'on peut ok, avoir. ok. Donc, vous voyez, c'est ça qui est un peu compliqué, mais l'idée, c'est de voir qu'en fait, il n'y a aucune des prestations là, pour une personne seule qui permet de couvrir ces seuils. Et ça veut dire que OK. avec toutes ces avec n'importe laquelle des prestations, vous êtes dans la pauvreté, vous restez dans la pauvreté. C'est ça. OK. Vous ne pouvez pas en sortir d'après ces seuils-là. Là, vous voyez Donc, que... en usant de la méthode mesure panier de consommation, le revenu de base comble 86% de ce que serait le seuil pour être considéré sur le seuil de la pauvreté, arrivé dans la classe moyenne, mettons, tandis que la solidarité sociale, qui est notre chèque de BS, si je pense, il est à 68%. Revenu de base, ça, c'est... Alors, revenu de base, c'est nouveau. OK. Revenu de base, c'est en vigueur depuis 2023 et c'est une prestation qui est un peu plus élevée, mais c'est très, très restrictif. C'est pour les personnes qui ont des contraintes à l'emploi qui sont sévères et qui sont persistantes. Fait que c'est vraiment pas beaucoup de personnes qui ont ça. Mais c'est ça, c'est quand même une amélioration, c'est une prestation plus élevée. C'est même pas le seuil. Là. Et c'est même pas le seuil, c'est ça. C'est pas cool, ça. Et comme tu disais, tu as très bien lu ça, c'est ça. Si on regarde la barre là, complètement... à droite, mesure de revenu viable. Ouais. Et Mais là, j'allais vous amener sur celle de gauche. Là, tu vois, on voit que le revenu disponible donc d'une personne seule qui est prestataire de l'aide sociale, mettons sans contrainte, son revenu, il couvre que 46% de la MPC. Déjà, la MPC, c'est pas très gros. Là. Fait que là, ça couvre même pas la moitié avec l'aide sociale. Sans contrainte. C'est ça qui a fait ça. Aïe. Puis peu importe la mesure, tu te ramasses à 33%, c'est ça. Par contre, avec le revenu de base, qui est en vigueur donc depuis 2023, ça couvre 86% de la MPC, mais donc on n'est quand même pas à 100% encore. Donc c'est ça, c'est pour montrer que avec ces prestations-là, c'est difficile de sortir de la pauvreté et donc ça maintient dans une précarité. Là. Puis voilà, je pense qu'il y a peut-être des gens qui peuvent eux-mêmes en témoigner.
Oui, on dit plus BS, on dit prestataire de Oui, l'aide ben oui, sociale. j'ai dit ça juste pour Ok. mettre relief, là, mais bien Ah, ok. entendu. Oui, bon. OK. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avec ça? Non, on n'a pas fini l'autre, désolé. Non, non, ben c'est ça. Écoute, voilà. Voilà. Donc, ces programmes d'assistance sociale-là, ils ne permettent pas de couvrir les besoins de base et ni de sortir de la pauvreté. C'était mon point. On peut passer à la suivante. OK. Alors, il existe aussi des inégalités de patrimoine ou de richesse. C'est pas une notion qui est si familière que ça. Donc, c'est ça, je vous pose la question. Qu'est-ce que le patrimoine familial ou personnel, d'après vous? Le patrimoine familial ou personnel? C'est-à-dire le patrimoine d'un foyer, quoi. Des fois, il y a Ouais, des personnes ok, seules, c'est pour ça que oui. j'ai mis personnel. Parce que... Combien d'argent on a accumulé, genre, ces affaires-là, un petit peu toutes? Alors, est-ce que c'est les biens Ah. immobiliers qu'on possède, comme la résidence principale, une maison ou son appartement? OK. Est-ce que ce sont tous les biens que l'on possède, genre véhicules, bijoux, tableaux, œuvres d'art, meubles, autres objets? Est-ce que c'est l'argent, tout l'argent qu'on a à la banque, qu'on a par exemple investi ou pas? L'épargne? Est-ce que ce sont les dettes qu'on a contractées? Mhm. J'ai été un peu maligne Il y en là-dessus. a il y a des gens qui disent Napoléon Bonaparte, mais il y a beaucoup de toutes ces réponses. Les gens y vont avec toutes ces réponses. Et, ben oui, Food Hero pour être capable d'arriver avec la bouffe. B, A, B et C. Il y a pas mal de toutes ces réponses, je te dirais. Ouais. Ben, vous êtes bien informé parce que ce sont toutes ces réponses. C'est ça le patrimoine ou la richesse. Et en fait, de façon technique, on va dire, c'est notre valeur nette. En fait, c'est la différence entre tout ce que l'on possède et ce que l'on doit. Donc, votre patrimoine, c'est si du jour au lendemain, tu vends tout ce que tu as et tu te libères de toutes tes dettes, c'est ce qui te reste. Voilà. Et puis là, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de patrimoine ou très peu, puis il y en a qui en ont beaucoup. Et puis vous allez voir sur la slide suivante qu'en fait les inégalités de patrimoine, elles sont beaucoup plus élevées que les inégalités de revenus. Puis là, vous avez les deux séries de barres qui vous fait le comparatif. Donc, si vous regardez à gauche, ça compare le revenu et à droite, ça va comparer la richesse. On va commencer par le revenu. Les 40% les plus pauvres, ils possèdent 17% du revenu total. OK. Et les 20% les plus riches, ils accaparent, mettons, 42%. 42%. Là, le graphique fait abstraction du 40% dans le milieu. Oui, là. exact. On a fait qu'étudier les plus pauvres et les plus riches, On seulement regarde les juste extrêmes. les extrêmes. OK. Et puis... de l'autre bord, le de l'autre patrimoine. bord, tu vois, le patrimoine, c'est beaucoup plus accentué. Les 40% les plus pauvres, ben, ils possèdent que 3% du patrimoine. Et les 20% les plus riches accaparent, eux autres, 65% de la richesse. Shit, hein, c'est capoté, ça. Et puis, dans le patrimoine, en fait, ce qui tient beaucoup de place dans la richesse totale, c'est les biens immobiliers. Donc, les immeubles que l'on possède, les résidences qu'on possède, ça prend beaucoup de place dans le patrimoine. Petite explication, petite pause, définition pour les quintiles, parce qu'on va en avoir besoin après. Parce que quand on parle d'inégalité, tu peux revenir juste avant. Désolé, je pensais qu'on... Ouais, oui. Quand on parle d'inégalité, on se sert beaucoup de ça, des quintiles, pour comparer justement les différences entre les revenus inférieurs et supérieurs. Et les quintiles, c'est simplement, c'est peut-être un mot un peu compliqué, ça vient du, en fait, ça vient qu'est-ce que ça veut dire déjà en latin? Oui, ça veut dire cinquième. Quintile, ça veut dire cinquième. Et c'est simplement qu'on divise une population en 5 tranches de 20%.
égales, donc de même poids démographique, selon, donc en fonction d'un critère donné. Donc là, en fonction du revenu, ou en fonction de la richesse, ou en fonction d'autre chose. OK. Donc voilà, on va avoir 5 tranches de 20%, et puis on regarde qu'est-ce qui se passe après. Eh là là là, fait que ça veut dire que ici, là, ça, c'est 2 fois plus de monde que ça. Puis ceux Oui. qui sont 2 fois moins qu'eux autres, ils possèdent 20 fois plus de stock qu'eux autres. Fait que si tu fais x2, parce qu'eux autres sont 2 fois plus que là, ben c'est pas 20 fois plus de stock chacun, c'est 40 fois plus de stock. Fait que les personnes dans le pourcentage, le top 20% des plus riches possèdent en moyenne 40 fois plus d'affaires que les autres personnes dans les plus bas quintiles. C'est assez capoté. Ouais. Et puis tu viens de... Puis c'est décrire- pire aux États-Unis. Oui, c'est pire aux États-Unis. Oui. C'est pire au reste du Canada que j'ai vu tantôt. Et tu viens de décrire un indicateur qu'on utilise beaucoup, qu'on appelle l'indicateur de Palma, qui justement regarde la différence entre les 40% et les 10%. OK. Et c'est ça. C'est- Alors, bon, c'est sûr que c'est assez révoltant, mais Au moins, on est ensemble. Ensemble! Ouais. T'es prête pour la prochaine? je suis prête pour la prochaine. Et voilà, on parle d'environnement cette fois-là. On va parler d'environnement. Et puis, on est plus du côté des dépenses cette fois-ci. Alors, les ménages les plus aisés, donc on parle des 20% les plus riches, génèrent combien de fois plus de gaz à effet de serre que les ménages les plus pauvres? Les 20% les plus pauvres. Ah, j'aime ça, moi, ça. Est-ce que c'est 3 fois? Est-ce que c'est 6, 7 fois ou 10 fois? OK. Les ménages les plus aisés génèrent combien de fois plus de gaz à effet de serre? OK. Ça sort là A, C, B, B, D, D, B, D, C. Très varié. C'est J'aurais dit D. c'est ce qui est le plus varié. On a du C. On a un D. Écoute, très varié, Sandy. Je pense qu'on ne sait pas. Ouais, vous savez pas, hein, il y a quelques bonnes réponses, mais c'est A. 3 fois, ce qui est déjà beaucoup. Là, je vois ma mère qui Tu me vois. vante sa nouvelle Subaru qui est super économique. Hein? Alors, c'est sûr que là, on regarde les dépenses, et puis là-dedans, tu parles de voitures, mais il y a beaucoup l'énergie, justement. Oui. Puis après, bon... Si la maison est tout ce plus qu'on- grosse, ça coûte plus cher à chauffer. Ouais, il y a le logement, mais c'est vraiment l'énergie, ça prend, dans mes souvenirs, là, Ouais. l'importance, le poste le plus important. Il y en a qui ont des piscines à filtrer qu'on C'est n'a ça. pas. Hein. Ça devient gros vite. Et ce qui est vraiment frappant avec ces inégalités en matière d'environnement, c'est que, en fait, les personnes qui en subissent les conséquences ont moins de ressources pour y faire face, en fait. Parce que c'est les ménages les plus pauvres qui ont moins de ressources, par exemple, pour s'adapter au changement climatique, par exemple, Absolument. à la Ouais. chaleur, se payer des climatiseurs ou bien isoler leur maison, etc. Mhm. Donc, voilà. Ça se tient bien. On passe au prochain. On est dans le même... Oh, dans on le même l'explique ordre avec le d'idées. graphique. C'est parfait, Oui, ça. on a des beaux graphiques qui sont issus du site web de l'Institut de la statistique du Québec. Et puis donc, ce dont on parlait, les émissions de gaz à effet de serre, c'est l'empreinte carbone, comme on dit. Et puis là, on voit sur celui de gauche, donc l'empreinte carbone selon le quintile de revenus. Hey, check ça comment c'est égal, là. C'est une pente, c'est une ligne droite. C'est là. très clair. Très, Donc, ouais. plus votre revenu augmente et plus votre empreinte carbone augmente. Puis quand on disait tantôt le 3 fois plus, ben là, c'est ça. Le quintile inférieur, là, comme ils disent, le premier quintile, les 20% les plus pauvres, Ça, c'est ceux qui sont en bicycle et à pied. oui, ils ont... donc, c'est 10,3 la valeur. On parle de tonnes équivalent CO2. Là.
c'est 10,3. Et à l'autre extrémité, pour le quintile supérieur, le 5e quintile, les 20% les plus riches, Ça, c'est mon yacht, mon choix. c'est 34,8 tonnes équivalent CO2. Hey, hein, c'est vrai que c'est beaucoup plus. Là. C'est 3 fois plus. Ouais, À peu près, même un peu plus, je pense, 3, quelque chose. Puis, mettons, passer de 10 à 30, me semble, ça paraît, en tout cas. Et puis, pour l'ensemble des ménages, c'est 21 et des poussières. Ouais, on voit ici la grosse moyenne à gauche. Donc, c'est ça. L'empreinte carbone, elle augmente à mesure que le revenu augmente. Mais c'est sûr, on dépense plus. Et par contre, le graphique de droite, ça montre aussi que ça dépend aussi de la composition du ménage, du type de ménage. Si vous êtes une personne seule, vous consommez moins et votre empreinte est moins importante. Et c'est les couples avec enfants là, qui ont l'empreinte la plus importante. OK. Autre ménage, c'est genre 2 colocs ou c'est... C'est une bonne question. Ou ça peut être, c'est tout ce qui n'est pas dans ces cas de figure-là. OK. Ça me va. Ça se Ouais. peut que ce soit... Oui, il y a les colocations, c'est sûr, là-dedans, mais il y a d'autres types de configurations. On peut passer à la suivante. Oh, une autre question! C'est le logement. Le logement. Quelle a été l'évolution du nombre de personnes en situation d'itinérance visible entre 2018 et 2022 au Québec? Ouf, ça va être une mauvaise nouvelle, ça. Alors, est-ce que c'est une hausse de 44%, de Là, c'est 4,4%, ou beaucoup. est-ce que c'est une baisse plutôt de 4,4 ou de 44%? Et chibili. Les 3 premières réponses, c'est des A. Après ça, on a 3B. On va à A avec notre amie Alice Inconspilante. J'espère que tu vas bien. Diskelda avec un Arobit, un A aussi. Ça se joue entre A et B. Il n'y a personne. Oh, c'est Kraken Maiden qui se dit il essaye, écoute. On va essayer. Clairement. Ouais, je pense que c'est A. Je pense que c'est A qui gagne. Oui, c'est A. Le prochain va décider. Le prochain but vaut 9000 votes. Ah, voilà, c'est A. Oui, c'est clairement A, effectivement. Et puis, vous précisez qu'il s'agit d'une estimation. Oui. Les sans-abri vont pas dire « Salut, je vais m'inscrire au bureau des sans-abri. Je suis rendu sans-abri. » Je pense pas que ça va. C'est ça, il y a des difficultés pour recenser les personnes en situation d'itinérance. C'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui coordonne ça. Vous avez la référence. Il y a un très bon rapport, là, dénombrement des personnes en situation d'itinérance au Québec. Il y en a un qui a été fait cette année. Donc, on va voir les résultats l'année prochaine, je pense, en 2026. On verra. Quelle aura été l'évolution. Puis donc c'est une hausse de 44% et ça correspond à peu près 10 000 personnes en situation d'itinérance au Québec. Au total, là? Oui. OK. Au total. Parce que si tu avais dit que le 44% c'était l'augmentation, ça correspond à 10 000, ça veut dire qu'on sera autour de 30 000, j'aurais trouvé ça rough. Là. Mais 10 000, c'est beaucoup trop, là, c'est sûr et certain. Là. C'est ça. Donc, il me semblait important de parler de logement, évidemment, parce que ça fait partie d'un des problèmes actuellement, là, avec la crise du logement que l'on vit. Et qui fait que... Il y a Diskelda qui demande qu'est-ce qu'il y en a concernant l'itinérance non visible, a-t-on des chiffres? Oui. Ça doit être difficile, ça. Oui, c'est très difficile, justement, parce que c'est l'itinérance cachée, puis que c'est difficile à identifier. Et il y a déjà eu, il y a quand même eu une estimation qui date de quelques années de l'Institut de la statistique du Québec, justement. Et je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'était de l'ordre de 7%, je pense, de la population de 15 ans et plus qui avait déjà vécu un épisode d'itinérance cachée au cours des... Là, je ne me rappelle plus. Même si c'est dans le vie, je trouve que c'est beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup. Et puis, on a des raisons de penser que, en fait, l'itinérance cachée est plus importante que l'itinérance visible.
Coke Diaz me dit une question sur l'itinérance fera partie du recensement 2026 Oui. pour la première fois. C'est vrai, Et ça va inclure les expériences d'itinérance cachées. c'est super. C'est bien d'en parler. Ben oui, pendant ce temps, il y a plein de logements de luxe qui sont vides car leurs proprios font de la spéculation immobilière. Oui, ou ils louent ça sur Airbnb, absolument. Ça, va puis des maisons des aînés qui n'ont pas de personnel pour les remplir. Effectivement. Et merci beaucoup pour avoir amené l'info sur le recensement, parce que ça va nous amener vraiment des données plus précises. J'en reviens pas pareil que je repense à ça, là, que le patrimoine, les inégalités de patrimoine soient autant plus que celles de salaire. Là. Oui. Que tu sais, je comprends, mettons, on dit Elon Musk est plusieurs fois milliardaire, il n'y a pas comme 1 milliard dans son portefeuille, je comprends ça. Mais de l'autre bord, ça devient une montagne inconcevable. C'est ignoble. Genre, tout l'argent qui est ramassé à la même place. C'est sûr qu'on on entend beaucoup les extrêmes, hein, la poignée de gens qui sont ultra milliardaires, là, mais à une autre échelle, on s'aperçoit effectivement que c'est ça, c'est assez prononcé, effectivement. Tabarnak, c'est assez particulier. Et puis, la précision que je voulais vous amener pour l'augmentation de l'itinérance, c'est quand même qui est très, très importante. On l'attribue à la crise du logement, en grande partie, mais aussi à l'impact de la crise sanitaire qu'on a vue avec la COVID-19 qui a fait que peut-être, c'est ça, avec les différentes fermetures et les mesures qu'il y a eu, ça a peut-être rendu plus visible l'itinérance, ça a mis dehors des gens qui étaient peut-être en itinérance cachée, en fait. Mm-hmm. Et puis, évidemment, il y a aussi la méthode qui se raffine pour mieux comprendre la situation. On continue sur le logement. En fait, je voulais donc vous illustrer ici l'impact des difficultés de logement dans la vie des gens. Ça, à partir d'une enquête que j'ai faite et qui comportait des analyses de données statistiques, mais aussi des analyses qualitatives là, à partir de gens qui ont participé à des groupes de discussion. Et donc qui étaient invités à répondre à des questions sur les difficultés de logement qu'ils vivaient et puis les conséquences que ça avait pour eux. Et puis là, ils pouvaient aussi dessiner pendant ces groupes de discussion-là. Okay. Ils pouvaient dessiner leurs difficultés. Puis ça, c'est le dessin donc d'une participante qui a décrit sa situation de logement. Donc, dans un triplex, là... avec un locataire, en fait, qu'elle a représenté full cash, comme elle dit. Là. Bon, c'est peut-être pas la situation, mais toujours est-il que le point, c'est qu'elle décrit un logement qui est en mauvais état, qui a besoin de réparation et qui n'est pas réparé, en fait. Donc, le chauffage ne fonctionne pas, il n'y a pas d'eau chaude, le perron arrière est dangereux, on ne peut plus l'emprunter, etc. Donc, voilà, elle décrit sa situation de logement et puis ça reflétait ce que les données statistiques disaient aussi du besoin de réparation dans certains logements. Et de notre côté, l'étude, elle a essayé justement de voir c'était quoi les impacts de ça quand on a un logement trop cher ou quand on vit dans un logement qui est en mauvais état. Et puis, on voyait des répercussions sur l'insécurité alimentaire, sur le fait qu'on se retrouve avec pas assez d'argent pour acheter de la nourriture. Et cette personne-là a illustré sa situation ainsi. Donc, c'est ça. Elle explique à son fils, ben non, j'ai pas assez d'argent pour t'acheter la nourriture, désolé, mais je peux t'acheter quand même un sandwich avec la vente de canettes. Alors, voilà, c'est les gens qui témoignent de situations pas faciles. Effectivement, Oui, attends, il y a quelqu'un qui dit, qui parle de programmes de logement comme le supplément au loyer. Privé locatif, oui.
Je le vois plus. Qui, bizarrement, les Oh. subventions semblent aller dans des compagnies privées qui Hein. disent après que personne n'y a droit ou que les villes les interdisent. Ben, il y a des subventions par défaut qui devraient être octroyées directement aux personnes qui sont sur l'aide sociale, mais qu'il faut remplir plein de formulaires pour y avoir droit. C'est une allocation au logement. OK. C'est ça. Fait que, il faut que tu sois sur ton affaire, que tu aies une adresse pour recevoir une aide au logement. En tout cas, ça va super bien dans ce monde-là. Mais Patrick Forrest a un point, c'est que il y a des programmes qui existent effectivement d'aide. Le supplément au loyer et l'allocation logement, ben, ça aide à payer le loyer. Donc, ben, ça revient directement, ben, ça revient au propriétaire finalement. Ouais. Tandis que des solutions comme le logement social, par exemple, les habitations à loyer modique, C'est alors pas il y a évident d'autres. d'avoir il accès y a- à ça. Bon, voilà, il y a un problème d'accès, mais c'est un autre type d'aide où là, c'est ça, c'est la personne qui paye 25% de son revenu, généralement, pour se loger. Mais c'est ça, c'est du logement social. Par contre, ouais, il y a un temps d'attente important. J'ai la chance, pendant qu'on est là avec le Maman J'ai faim, de faire partie d'un projet pilote en Montérégie. Puis j'ai le droit à 100 par mois avec une carte Visa prépayée que ça fonctionne avec l'aide sociale, justement. Puis c'est pour l'achat de fruits et légumes dans toutes les épiceries de la région, que ce soit en conserve, surgelé ou frais. 100 par mois. Puis là, ben, c'est ça, c'est pour 6 mois. Ben, franchement, wow. À date, j'adore et je suis déçue que ça achève bientôt, là, mais Ah oui, c'est ça a ça. une durée limitée dans oui, le temps. une durée limitée parce que c'est ça, c'est un projet pilote, c'est en lien avec l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas, je t'enverrai les informations, Oui, oui. justement. Puis un beau projet pilote, puis j'espère que ça va s'étendre parce que C'est aidant. 100 par mois de fruits et légumes, ça a l'air de rien, mais ça fait de la sauce à spaghetti, puis Ben des oui, belles c'est sûr. salades de fruits, puis non, c'est peu importe, conserve, surgelé ou frais. Et tu peux dépenser n'importe où. N'importe où, toutes les épiceries, même les Walmart et tout Puis ça. ça, c'est un autre aspect aussi de ce genre de prestations du gouvernement, ce genre d'interventionnisme gouvernemental, de filet social, c'est que 100% de l'argent que tu donnes à la personne qui en a besoin maintenant pour vivre, pour aller s'acheter un sandwich à la place de vendre des canettes, mettons, ben va retourner dans l'économie locale. Ça deviendra pas du patrimoine qui va s'engranger puis qui va devenir une montagne qui pile puis qui est pas partagée. 100% de l'argent que tu donnes à des pauvres, là, dis-je bien entre guillemets, là, finit dans l'économie locale. Fait que c'est un investissement local. Puis j'aime beaucoup la phrase de Code Diaz aussi. Je suis content qu'on soit pas tombé dans le piège, je te remercie de ça, mais il dit c'est dommage de devoir utiliser des arguments économiques pour justifier qu'on s'attaque à la pauvreté, quand la pauvreté est le plus important déterminant social de la santé, incluant en termes d'espérance de vie, espérance Tout à de vie fait. en bonne santé, de qualité, ces Tout à affaires. fait. C'est sûr et certain. C'est prendre soin de la base pour que ça pour que ça aille mieux partout après. C'est ça, mais oui, puis on insiste. Moi, je pense que si on peut juste coter encore un petit peu là, dans les fortunes de Jeff Bezos puis tout ça là, bientôt, ça s'en vient. Le trickle down va arriver. Puis il y a tellement d'argent qui va nous tomber dessus, ça va être fantastique. Je vois un commentaire qui dit la pauvreté coûte cher. Oui. Et le manque de logement adéquat coûte cher. Justement, j'ai des collègues qui font une étude pour calculer qu'est-ce que ça coûte de manquer de logement adéquat. Et puis, c'est ça se chiffre en millions, en milliards. Oui, c'est de l'argent, c'est vrai. Il faut payer, ben oui. Moi, je me souviens quand j'étais au Danemark en 2004, là, il y avait 47 sans-abri, puis les 47, ils pouvaient avoir un appartement quand ils voulaient, s'ils en voulaient un. Mais c'est que c'est du monde qui voulait pas avoir de ça. Fait que, c'est ça. Un pays socialiste. En tout cas, go. Quel pays tu disais? Au Danemark. Ah oui. Oui. Fait qu'on s'en va à la prochaine.
Ouh. Oui. Insécurité alimentaire. Ben oui, c'est ça. On parlait d'insécurité alimentaire. Il faut quand même préciser de quoi, d'abord, quelle est l'ampleur de l'insécurité alimentaire, et puis après, on verra qu'est-ce qu'on entend par là exactement. À votre avis, combien de Québécoises et de Québécois se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire en 2023? Tabarnak, c'est... J'espère que c'est vers le haut. Là. On a déjà des hypothèses. Il y en a 4D. Ceci dit, chaque fois que le froid arrive comme paramédic, je peux constater que le nombre d'appels au 911 fait par des sans-abri, sans domicile fixe, est en augmentation parce qu'ils veulent juste un endroit pour passer la nuit au chaud, donc ils vont à l'hôpital. C'est pas fou. Merci du partage. Souci, c'est très gentil. Merci le gars du sofa pour l'abonnement. C'est D, tout le monde... Tout le monde a voté D. Là, les gens... Il y a Alice qui va avec un C. Il y a Jean-Michel aussi. J'ai 2 C. Puis sinon, Sandy, on est dans le D all the boot. Eh bien, oui, c'est D. 1,7 million. Ça représente, on est à peu près 9 millions, mais là, en 2023, on devait être un peu moins, mais ça représente 20% de la population, une personne sur 5. En situation d'insécurité alimentaire. Est-ce qu'on a une définition un petit peu plus précise pour ça? Oui. On a une définition. Si tu peux aller à la diapo suivante. Absolument. 1,7 million de nos concitoyens, mais heureusement, si Luc Poirier achète des blocs et les revend à profit. Ça, c'est important. En fait, on ne mesure pas ça juste avec une question. Hein. C'est vraiment un questionnaire assez élaboré pour arriver à dire qu'on est en insécurité alimentaire. C'est un questionnaire de Statistique Canada. Là, et puis, donc, en gros, ça veut dire qu'on a un accès qui n'est pas adéquat ou qui est incertain aux aliments. Et par manque de moyens financiers, parce que vous pourriez avoir un accès incertain pour d'autres raisons. Ça peut être géographique, genre. Oui, mais on considère que c'est vraiment le manque d'argent. Ça a l'air d'être le levier principal officiel. Et on en distingue 3 niveaux, 3 degrés d'insécurité alimentaire. Premier niveau, c'est du niveau de l'incertitude. On craint de manquer de nourriture, de ne pas avoir un choix d'aliments. On a un choix d'aliments qui est plus restreint. Mais déjà, à ce niveau-là, on parle d'insécurité alimentaire parce que ça invite à certains comportements aussi. Modéré, là, on fait déjà des compromis sur la qualité ou sur la quantité des aliments que l'on consomme. Et enfin, l'insécurité alimentaire grave, là, par contre, on réduit vraiment sa consommation. Ça veut dire qu'on peut sauter des repas, par exemple, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour s'acheter de la nourriture, toujours, et qu'on modifie ses habitudes alimentaires. C'est-à-dire que là, vraiment, les gens témoignent que, par exemple, ils peuvent souper avec un bol de céréales, au lieu de te faire un repas, là, un pâté chinois ou je ne sais pas quoi. Voilà, tu modifies tes habitudes. Donc, en gros, c'est l'insécurité alimentaire telle qu'elle est définie dans les études. Et elle est en hausse, cette insécurité alimentaire, depuis la pandémie, en fait. C'est la 4e année là, de suite qu'on observe une augmentation. On observe également, je pense que ça peut vous intéresser aussi, une augmentation vraiment dramatique de l'insécurité alimentaire chez les jeunes. En particulier au cégep, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montre qu'il y a 1 jeune sur 4 au cégep qui est en situation d'insécurité alimentaire par manque d'argent. Donc, c'est vraiment ça l'aide à rien. Ça l'aide à rien. C'est dans mes poches. Ouais. Oui, alors, on est toujours dans l'insécurité alimentaire. Vous voyez, là, il y a les différences de couleurs. C'est les niveaux d'insécurité, les degrés dont je vous parlais, d'insécurité alimentaire. Puis le pourcentage d'en haut, c'est le total, en fait. Et donc ça, on regarde la population en insécurité alimentaire selon le quintile de revenus.
toujours le fameux quintile de revenus. Donc, vous voyez également la courbe descendante très claire qui montre que, en fait, plus notre revenu est faible et plus on a de risques de vivre de l'insécurité alimentaire. Donc, les gens du premier quintile, les 20% les plus pauvres, on en a 35% qui sont en insécurité alimentaire. Voilà. Et puis ça descend, puisque c'est très lié aux revenus, c'est normal aussi, là, mais ça le montre très clairement. C'est quand même moyen. Là, tu vois ici, il y en a peut-être qui vont au casino, ça jette un Winnebago de trop. Un yacht écart. C'est encore une fois vraiment comme ça. Là, c'est une ligne droite. Là, c'est une corrélation directe. Là, ça peut pas être plus clair. Là. On a pas mal de témoignages. Oui, vraiment beaucoup de gens qui... kudos, hein, c'est... ouais. Oui, pâte avec beurre et sel d'ail. Ouais, c'est... moi aussi, j'ai déjà vécu une grosse passe comme ça. J'espère vraiment que vous allez quand même avoir un beau temps des fêtes, puis avoir le mieux possible dans la situation et voter en fonction. Parce que c'est tout un problème de... La seule manière de faire que l'argent va se partager, ça va être des volontés politiques, là, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'après, avec les politiques publiques, on peut changer ce genre de choses, mais il y a aussi beaucoup d'aides alimentaires qui existent. Il y a quand même pas mal de ressources. Oui, on est chanceux au Québec pour ça. Et il y a quand même un filet social qui est, disons... Je t'aime, filet social. et puis qui est quand même avantageux dans l'environnement Amérique du Nord. On va dire qu'on fait mieux qu'aux États-Unis sur ce plan-là et on fait mieux qu'au reste du Canada sur ce plan-là au Québec. Donc, on a quand même un petit filet quand même. Donc, ça, c'est pour encourager un peu, oui, vraiment. un peu les gens. On passe à la prochaine? Oui. Alors, tantôt, c'est ça, on avait des commentaires sur la santé, les conséquences sur l'espérance de vie. Et puis, mon tour d'horizon, en fait, des inégalités achève presque. Et on arrive aux inégalités sociales de santé. Parce que, en fait, en bout de ligne, toutes ces inégalités dont je vous ai parlé, elles se répercutent sur la santé. Oui, absolument. Les difficultés de logement, l'insécurité alimentaire, ça a un impact direct sur la santé. Officiel. Et qui fait que quand il y a vraiment une relation très forte entre le niveau de revenu, le niveau de patrimoine et l'état de santé. Alors, à chaque fois, hein, ce sont des tendances, parce que c'est sûr que notre travail à nous, c'est de repérer des régularités, des grandes tendances. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est dans cette posture-là. Alors... là, vraiment, hein, ici, on est dans l'écart d'espérance de vie en santé entre les 20% plus pauvres et les 20% plus riches. Alors, quel serait l'écart d'espérance de vie en santé? Ça veut dire sans incapacité, en fait. Entre les 20% les plus pauvres et les 20% les plus riches au Québec. Alors, 63 jours, 36 semaines, 3,6 mois, 6,3 ans. C'est tout. Les gens votent déjà. On a beaucoup de D. C'est pas mal D. Hein. Il y a quelques C aussi qui sont éparpillés. Moi, je vais dans le D. On est D all the way, là. Vous allez dans les années? Oui. Oui. De redistribuer des... Si c'était une question de moi, ce serait pas vraiment pertinent. Effectivement. C'est effectivement en nombre d'années que ça se compte. Donc, c'est 6 ans, si on arrondit, 6,3 ans. Là. Oui, c'est beaucoup. C'est le 10e d'une vie, à peu près. Là. C'est... Donc, 12e pour être généreux. C'est des écarts qu'il peut y avoir entre deux pays, ça, même. Un 6 ans d'espérance de vie entre deux pays qui ont totalement deux politiques différentes. C'est vrai.
Et en fait, donc, ouais, je ne sais pas si je vous ai mis. Ouais. Les personnes du premier quintile de revenus donc avaient une espérance de vie à peu près là, de 69 ans en moyenne. Et à l'autre bout du revenu, c'était plus de l'ordre de 75 ans. Mais ça date déjà de quelques années, mais c'est pour vous montrer, pour vous donner un ordre d'idée. L'espérance de vie maintenant est quand même plus élevée. Là. On est plus dans les 80. Oui. Oui. C'est particulier, pareil. Que ça ait autant d'impact. Je me demande si... j'ai vu à quelque part aussi que les pauvres avaient plus de chances de fumer des excellentes cigarettes. Ça, c'est un autre facteur. C'est un autre facteur. Le tabagisme, effectivement, est plus fréquent chez les personnes qui ont moins d'argent. C'est ça. Vivre dans certaines conditions, ça va avec certaines habitudes de vie également. Mais par contre, j'ai aussi vu que, par exemple, la consommation excessive d'alcool, c'est pas chez les moins fortunés qu'elle est plus élevée. OK. Alors, c'est ça. Faut tout regarder. Hein. C'est vrai. Ben oui. C'est un stéréotype à défaire, le bar. Ben oui. Oui, OK. Absolument. Les écarts d'espérance de vie sont encore plus élevés aux États-Unis où les inégalités sont plus élevées. Déterminisme, au début, il a dit qu'il te trouvait pas mal cool. J'ai l'impression peut-être tu le connais. C'est peut-être un fan, ouais. Tu vas en avoir peut-être des nouvelles dans le futur. Merci beaucoup de tes apports, c'est vraiment intéressant. Analyser qu'elle amenait son fanbase là, dans ouais, j'en ai au moins 2, ouais. Mais aux États-Unis, ce qu'on a observé, je veux dire, les dernières années, l'espérance de vie tend quand même à augmenter. Mais ce qu'on a observé avec la COVID, c'est une baisse d'espérance de vie. Et après la COVID, une baisse d'espérance de vie aux États-Unis. Ça, c'est vraiment... c'est particulier. Hein. C'est très particulier. Ils ont vraiment comme fait des campagnes pour utiliser à la place d'antiparasitaire pour verre gastrique à la place de juste mettre un masque. Mais aux États-Unis, ce qui était fascinant, c'est la disparité des inégalités d'espérance de vie entre États selon qu'ils étaient démocrates ou républicains. Ouais, aussi, c'est ça vrai. aussi, ça fait mal. C'est très intéressant à regarder. Oui. Il y a toutes sortes de facteurs, la Barthé. Et, ben oui, hein, c'est ça. Ici, on l'a vu, c'était 6,3 ans. On peut s'en aller au prochain? Oui, ben on est toujours dans l'état de santé. En fait, là, vous avez un peu plus de détails. Là, on revient avec nos quintiles de revenus là, pour comparer la situation. Et on a plusieurs indicateurs de santé. La santé perçue. C'est un indicateur où on demande aux gens d'évaluer s'ils sont en bonne santé, bonne, excellente, passable, mauvaise. Et on voit là que les personnes les moins fortunées là, sont davantage en proportion, sont plus nombreuses là, à considérer avoir une santé mauvaise ou passable. Ça va beaucoup avec le revenu, c'est ça qu'on observe en fait. C'est pareil pour la perception de la santé mentale, mais un peu moins. Par contre, si vous regardez la prévalence de maladies chroniques comme l'arthrite, le diabète, vous voyez que c'est vraiment proportionnellement lié au niveau de revenu. L'arthrite, le pourcentage de gens affectés par l'arthrite est beaucoup plus important chez ceux qui ont un faible revenu. Par rapport, tu vois, 23%, et puis ça descend tranquillement à mesure que le revenu augmente, en fait. 12% pour ceux qui sont un peu plus... Il y a juste comme les cas de santé mentale, on dirait que ça plafonne un petit peu tout égal. C'est plus mitigé, effectivement. Arthrite, diabète aussi, hypertension, tout, là, c'est capoté, là. C'est déterminant sur tellement d'affaires, là, ta santé économique, mettons, là. Ben, c'est ça. Les conditions de vie, en fait, précaires et plus difficiles, ben, ça se répercute sur l'état de santé. C'est très clair dans les statistiques. Maintenant, Une personne qui boit moins de lait, c'est clair que ses os vont être moins forts quand elle va arriver à 40, 50, 60 ans.
Si vous avez vécu de l'insécurité alimentaire, ça crée des carences alimentaires aussi, Oui. là, selon la durée de cet épisode-là, là, parce que ça peut être aussi de courte durée. Là, mais... L'hypertension, puis le diabète qui est souvent lié avec la malbouffe aussi. Là. Mhm. Le type Exactement. 2. Fait que c'est avec de l'alimentation La hyper ten- transformée parce que souvent c'est plus simple, c'est plus facile pour tout le monde. La teneur de sel, par Oui, exemple. aussi, Ouais. aussi. Ah non, faudrait que les gens apprennent à cuisiner. C'est ce qui m'a sauvé beaucoup en ayant. C'est ça, j'ai été seule avec 2 enfants. Puis ce qui est le gros avantage qu'on avait, c'est que j'aime cuisiner, puis je prenais le temps de cuisiner. Mais c'est pas tous les parents qui sont capables puis qui peuvent se permettre de faire ça. Puis sinon, Ça non, fait partie bien des- manger quand t'as pas beaucoup de sous, c'est. Faut Ouais. aimer cuisiner. Ça, Faut, c'est vrai. faut être organisé. Oui. C'est Très, du travail. très, Oui. Souvent, ça se fait pas tout seul. Tu te fais un réseau d'amis, de contacts avec Mhm. la famille, ces affaires-là. Ça, Oui. c'est Aussi. bravo. Là. Tenez-vous là, si... C'est un bon point parce que le soutien social, l'entraide, C'est c'est un des indispensable. éléments Mhm. qui fait qu'on peut s'en Absolument. sortir aussi. Ouais. Moi, je veux dire, je suis pas un expert en rien, sauf en film de chien, là, mais quelqu'un qui est triste, là, même si c'est parce qu'elle a pas beaucoup d'argent, mais juste aller essayer de faire du bénévolat, là, vous allez rencontrer du monde, puis souvent ça finit tout le temps bien. Là. C'est la meilleure manière de changer sa vie pour le mieux, c'est d'aller faire du bénévolat pour une cause sociale qui vous touche. Et no joke, ça, c'est approuvé par les psychiatres. Ah, ben, en tout cas, Oui, pour vrai. j'y crois. là. C'est la première chose qu'ils nous recommandent quand Quand tu vas, on veut recommencer. à partager le fonctionner, fardeau, ouais. les fardeaux de la vie avec d'autres, souvent, c'est un petit peu plus léger. Alors, on s'en va tranquillement vers la grosse conclusion. OK. À votre avis, avons-nous toutes et tous les mêmes chances de bien vivre? Oui. C'est un peu biaisé, hein, parce qu'avec tout ce que je vous ai présenté. Moi, je veux la réponse de déterminisme. Oui, si on fait assez d'efforts, tout le monde peut réussir. Il y a plus d'obstacles quand on vient d'une famille défavorisée. C'est toujours plus facile quand on vient d'une famille aisée. Non, tout est joué dès l'avance pour tout le monde. Ouh. B. Ça va être dur, là. Non, moi, je vais être gentil. C'est B. OK, on a du C pas Faut se mal. responsabiliser quand même un petit peu. On dirait que B et C, c'est un Mais- petit peu la même affaire, par contre. C, B. Ouais. B, ouais. A, B, C, Un OK. petit mash-up de B pis C, peut-être. Si on fait assez d'efforts, tout le monde peut réussir. J'avoue qu'elle est assez Le, ouverte. le cette A, phrase. non. C'est parce que ça implique de... Tu sais, genre, si t'as fait plein d'efforts puis ça arrive juste Ouais, pas. mais tout tu le sais. monde peut. Il y en a qui va falloir qu'ils en fassent beaucoup plus. Hmm. C'est bien, Ah. j'aime ça. Il y a quelqu'un qui dit à la recherche de ressources communautaires, clique sur ce lien. Oh, c'est donc bien compose cute, ça. le 2-11. Le 2-1. Ben oui, on a mis ça dans notre Moobot des fois. Je pense qu'il est apparu comme au hasard à ce moment-là. Ça Les donne bien. conservateurs votent pour le A. Moi, je pense que A, B puis C, ils marchent. Je pense. Moi, je mets c'est B et C, mais C mitigé un petit peu. Genre. Et, ben oui, on passe à la réponse. Bon, c'est pas facile. Hein? Ouais, c'est... Je dirais que la réponse serait la plus nuancée, ça serait la B. Ah, OK. Tu Mais c'est ça. En fait, la première... En fait, il y en a deux qui s'opposent, là. Vous l'avez vu. Le Ouais. A, oui, si on fait assez d'efforts, tout le monde peut réussir. C'est-à-dire, c'est le mérite Ouais. individuel qui prime à ce C'est ça. moment-là. On met la responsabilité sur les épaules de l'individu. C'est grâce à son talent, à son travail, à ses compétences, à ses C'est efforts pull yourself up by the bootstrap. qui va réussir. Est-ce qu'on peut dire que c'est faux? Il y a quand même du vrai, mais là où c'est faux, c'est tout le monde. Ben, c'est ça. C'est de c'est faire une garanti. généralité Mais, du résultat qui... Mais disons que ça occulte complètement le poids de l'origine sociale, de là où Mhm. on vient. Oui. Puis, c'est ça, du poids que peut avoir les relations sociales aussi, notre réseau, les gens qui nous aident à un moment donné. Est-ce qu'on se fait tout seul?
Il y en a qui le disent, là, mais est-ce que c'est Ben, ça? ceux qui prétendent avoir fait seul, c'est des gens que je considère qui sont aigris à quelque part. En que- tout cas, ils ont l'air de manquer ils en d'amis. veulent à quelque part, à quelqu'un, à quelque chose. Puis, Ça prend un village pour faire un adulte. mais ce que j'aime de la réponse B, là, c'est que c'est pas de la victimite. C'est Mhm. juste, il y a plus d'obstacles. C'est faisable. C'est ça. Ouais, C'est ça, faisable, mais ça va être un peu plus compliqué. Et c'est ça, ça s'oppose plus à l'autre bout, là, la D. Non, tout est joué dès l'enfance pour tout le monde. C'est très, très déterministe. Oui. N'en déplaise à mon déterminisme 5-7-5, je pense. Euh, donc là, on s'entend que c'est quand même un peu excessif. Il y a quand même, c'est ça, tout n'est pas joué dès l'enfance. Là. Il y a tout un tas de Oui, mécanismes absolument, qui font absolument. que c'est ça, on peut évoluer dans tout ça. La C, c'est toujours plus facile quand on vient d'une famille aisée. Bon, on s'entend que dans les faits, oui, on constate on a plus de chances, par exemple, faire partie des 10% les plus riches si on vient d'une famille elle-même qui fait partie de ces 10%, mais c'est une probabilité, c'est pas systématique, là. Et puis, par exemple, aussi, on a 2 fois plus de chances d'être propriétaire si ses parents sont aussi propriétaires d'une maison. Et on a 3 fois plus si ses parents sont propriétaires de plusieurs immeubles. Donc, Le ratio chez nous, c'est 66%. Tu vois. On est 3 enfants, ma mère a une maison, mes 2 sœurs en ont une, moi j'en ai pas. mais en tout cas, tout ça, c'est des probabilités. Alors oui, on observe que il y a une certaine reproduction sociale, mais c'est ça, c'est pas systématique, évidemment. Et C'est fou que même, excuse-moi de te couper, non, vas-y. mais c'est fou que même dans comme notre société, que certains disent woke à fond, puis démocratie libérale, ben, tu sais, je comprends néolibérale, mais c'est fou que à ce moment-là, dans ce qu'on estime comme étant comme égalitaire, il y a encore toutes ces inégalités-là. Ouais. Je trouve ça... Tu sais, puis là, on se dit, nous autres, au Québec, on a comme... c'est le dôme, là, on a un filet social, puis tout. Puis, gars, pareil, tu sais, c'est loin d'être suffisant, puis on n'est pas... C'est encore de mettre des plasters sur un bobo à la place de, comme, vraiment le régler, là. C'est... Je trouve ça capoté. On a du chemin à faire, là, Ah, vraiment, effectivement. vraiment. Et donc la B, c'est la plus nuancée. Il y a plus d'obstacles quand on vient d'une famille défavorisée. C'est ce qu'on observe aussi, évidemment. Mais c'est ça, c'est de dire qu'il y a quand même une mobilité sociale qui se passe là, dans nos sociétés, là. Il y a quand même moyen, notamment par l'éducation, hein, en passant par l'école, puis aussi par le travail que l'on fait, de bien gagner sa vie, hein, de bien vivre. Donc c'est quand même à la portée de tout le monde, là, malgré les chiffres un peu, disons les tendances pas très réjouissantes que je vous ai présentées. Oui, absolument, Il y a quand même des mécanismes qui font qu'on peut améliorer son sort au Québec. Effectivement. Puis le communautarisme. Moi, je connais du monde dans toutes les villes. Fait que écrivez-moi, moi vous plugger. Voilà. Quand même. Bon, j'espère que je vous ai pas trop déprimé. Ben non, c'était super intéressant. Merci vraiment beaucoup, Sandy. C'est une cause qui, je pense, nous touche. Hein. Il y a plusieurs personnes dans le chat qui ont parlé de leurs conditions. Moi aussi, je suis vraiment pas riche. Ma conjointe aussi participe voilà, à sa manière. Donc, je veux dire, c'était absolument dans le zeitgeist et très intéressant. Merci beaucoup, Sandy. Merci. Ben, de rien. Et puis, mais c'est ça, je veux quand même rappeler que on vit quand même dans une société qui est riche au Québec, hein, quand on se compare. C'est ça. Et on est aussi une Ah, société. on est chanceux, pour vrai. Quand même. Je suis heureuse d'être née ici. C'est ça. Oui, j'ai pas à me plaindre. On est quand même dans un pays aussi en paix, tu sais, où Oui. on a quand même, malgré plein de problèmes, on a quand même un accès gratuit aux soins, Oui. à la plupart des soins, on va dire. Tantôt, j'avais un commentaire là, sur le dentiste.
les soins dentaires, c'est vrai qu'on n'a pas accès à tout, puis que c'est vraiment un problème, puis qu'il y a beaucoup de choses à faire là, sur ce plan-là. Mais juste les lunettes, j'ai pas les moyens il y a de beaucoup de voir restrictions. Il y a beaucoup de choses à faire pour les lunettes, pour l'ouïe aussi. Tout à fait avec Louis. Mais oui, c'est ça le message, c'est quand même un message d'espoir que je voudrais terminer par Ouais, là, en reconnaissant que quand même on a des poignées au Québec pour changer les choses. Puis je veux dire aussi de juste de faire savoir ces affaires-là. Le monde, ils vont après ça agir politiquement en fonction de ça. Là. Si on le sait pas, on peut pas le savoir, mais malgré le fait qu'on soit une des sociétés les plus équilibrées, égalitaires... Il une autre prise de conscience. Vas-y, José. Les plus égalitaires sur la Terre, ben il y a encore toutes ces inégalités-là. Fait que c'est pas vrai qu'il faut faire comme si on était rendu, puis écoute... Puis, voyons, la mobilité sociale diminue au Québec, selon Marie Connolly et Catherine Eck. La mobilité sociale, c'est, mettons, si on revient au quintil qu'il y avait, c'est de passer d'un quintil à l'autre, mettons. Ça peut. On parle de passer d'une position sociale à une autre, à améliorer sa position sociale. Ben, en fait, la mobilité sociale, non, c'est vraiment le passage d'une position sociale à une autre. Parce que vous pouvez améliorer votre sort, mais vous pouvez aussi le descendre. Ouais. Donc, on parle de mobilité ascendante. J'ai pensé à Guillaume le Métis-Vierge, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. On peut aussi vivre un déclassement. Et puis, cette personne-là est très informée. Est-ce que c'est encore déterminisme? Oui. C'est celui qui te connaissait au début. Je le reconnais. Je l'ai découvert, là. Oui, effectivement, on constate que l'ascenseur social, comme on dit, est un peu en panne en ce moment. Et puis, c'est pas étranger. By design, là. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas étranger à la crise du logement qu'on vit, parce que ça a beaucoup de poids sur notre capacité à bien vivre en ce moment, là. Et c'est ça. Et donc, vous pouvez suivre l'Observatoire, vous inscrire à notre infolettre, consulter notre site web et nous faire des suggestions. Parce que c'est ça, si on nous donne des idées, on va aller les chercher, les chiffres. Voilà. On pourrait parler des revenus acceptables pour une personne qui est sur l'aide sociale, justement. Oui. Absolument. Qui n'ont pas changé depuis 1990. Sinon, est-ce qu'on invite les gens à te suivre quelque part sur les réseaux sociaux? Bon, ça peut être d'envoyer les gens vers l'Observatoire québécois des inégalités. Suivez l'Observatoire, mais je vais quand même répondre à ta question. Personnellement, j'ai quitté un certain nombre de réseaux sociaux. Je peux comprendre. Oui, moral. Je peux comprendre. Joe Rogan est sur le CA de Facebook. Là. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est ça. Mais je vous invite à suivre l'Observatoire. Mais eux vont nous tenir au courant. Et il y a aussi mon adresse courriel à l'Observatoire. Vous pouvez m'écrire. Ça me fera plaisir de vous répondre. Ben, merci beaucoup, Sandy. Nous, on a encore plein de shows pour les amis. Alexis et le reste, et la bienvenue de Glandé Around. Autant que ça te tente. Merci tout le monde. Une petite toune pour déglacer cette affaire-là. Je vais pouvoir ramener ça ici. Hey, je me suis même pas enfargé dans PowerPoint tant que ça. C'est capoté, hein. D'habitude, c'est pas mon forté. Fait que je vous mets une petite toune, puis on revient vers un restant de Mercronspi. Merci d'être là, tout le monde. À tout de suite. La sauce. Ah oui. La sauce.